Je vous souhaite donc grandement la bienvenue à cette rencontre littéraire autour du roman de Fabiola Pinel, Danza entre cenizas. Ce livre nous plonge dans une période douloureuse de l'histoire péruvienne, le conflit armé interne des années 80-2000, à travers le regard inédit d'une jeune femme. Donc avant de commencer, je vais vous présenter brièvement l'auteur qui nous accompagne ce soir. Fabiola Pinel est une artiste pluridisciplinaire. Elle est chorégraphe, danseuse et maintenant romancière. Elle réside en France depuis plus de 20 ans. Elle est diplômée de l'université San Marcos en éducation physique avec spécialité en danse. Elle possède également un master en handicap, mouvement et adaptation de l'université Paris 11. Cette première incursion dans la littérature puise dans son expérience personnelle et son travail de terrain. Je vais vous proposer une courte théâtralisation d'un extrait de l'œuvre ensuite, parce que c'est prévu pour après, avec la participation notamment des clowns du Cuchitril, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et Danza entre cenizas est donc un roman historique qui aborde le conflit armé, à travers l'histoire de Clara et Antica, deux jeunes femmes qui rejoignent le Sentier Lumineux dans les quartiers périphériques de Lima. Cette œuvre, elle est basée en partie sur des faits réels, mais elle est enrichie d'éléments de fiction. Et elle explore l'expérience de la militance, de la violence, de l'amour, de la résistance à travers un prisme intime et corporel. Donc maintenant que nous avons découvert l'univers de Danza entre cenizas, j'aimerais approfondir avec toi, Fabiola, plusieurs aspects fondamentaux de ton travail d'écrivaine. Donc nous allons explorer ensemble 3 dimensions qui me semblent au cœur de ta démarche créative. Ensuite, il y aura la participation du théâtre et on ouvre ensuite la discussion au public. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cet événement vous est proposé par l'association Terre et Liberté pour Arauco, qui défend le peuple mapuche notamment, mais aussi les peuples indigènes de toute l'Amérique et des Caraïbes. Donc cette première partie, je l'ai nommée de la réalité à la fiction, comment créer des personnages authentiques. Et on va commencer par ce qui me frappe le plus dans ton approche, Fabiola, c'est que tu as su créer des personnages féminins qui ne sont pas des archétypes, mais vraiment des personnes avec leurs contradictions, leur corporalité, leurs doutes. Ce travail il s'appuie sur ton expérience personnelle, notamment tes rencontres au Hogar Santa Margarita. On va commencer par le début, il s'agit de ton premier roman. Comment est-ce que tu as vécu le processus d'écriture et quels écrivains ont pu t'inspirer ? Merci beaucoup Maria, bonjour à toutes et toutes, à tous et toutes. C'est ma première présentation en français, en public. J'ai déjà présenté plusieurs fois, mais en espagnol. Je remercie beaucoup à l'association Terre et Liberté, association chilienne qui est frère et sœur du Pérou et des peuples latino-américains et du monde. Pour mon processus d'écriture, je ne viens pas forcément des lettres, mais je pense que le rapport à l'art que j'ai avec la danse, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis de pouvoir, sans être formée avec des études académiques de littérature, pouvoir créer du mouvement, un rythme dans l'histoire. Je pense que oui, j'étais influencée, je suppose, par différents romanciers péruviens. C'est vrai que Mario Vargas Llosa, j'ai lu Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, etc. Mais c'est plus, je pense, cette envie d'écrire qui m'a paru il y a 20 ans quand j'ai déménagé en France. Pour des raisons familiales, j'avais fait une nouvelle vie ici, une nouvelle famille. Et j'avais une envie de vivre, de vivre une nouvelle aventure ici,
mais comme on laissant une trace écrite d'une société tellement différente à une époque si dure en changement au Pérou, l'époque des violences de la guerre interne, où il avait entre les années 80 et à peu près 2000 des mouvements guerrilleros de l'MRTA et le Parti communiste centre-lumineux. Et une fois que que j'étais là, j'ai dit là ici tout est différent. Et que j'ai eu cette envie d'écrire. Aussi mon père il voulait que j'écrive. Et du coup je me suis dit que si j'écris un jour, ça serait sur cette époque-là. Justement comme tu disais, de l'expérience que j'avais eue en rencontrant des jeunes femmes, adolescentes, environ 15 ans, qui étaient au foyer Santa Margarita à l'Ermelinda Carrera, que c'était comme en parallèle, dans les années 90, il y avait deux centres de réclusion des mineurs. C'était, les garçons c'était Marango, Maranguita, et qui s'était régi par un service pénitentiaire. Mais l'hogar Santa Margarita, c'était des sœurs religieuses, c'était des franciscanes, que c'était un peu différent. Et je venais d'étudier, j'ai commencé à étudier STAPS parallèlement à mes études de danse. J'ai un diplôme d'état de professeur de danse classique au Pérou aussi, en l'École nationale supérieure de ballet à Lima. Mais j'avais aussi en même temps réussi le concours de rentrer à l'université San Marcos pour étudier éducation physique et sportive. Mais je voulais plus danser que faire des études de prof. Et les seuls cours que je pouvais faire, c'était l'atelier d'insertion sociale. Et là, j'ai pu rencontrer cet ado moi j'avais combien, une année, peut-être une année et demie plus qu'elle, 2 ans ou plus, et que cette si on peut dire, cette égalité d'âge presque, m'a permis qu'elle m'en confié, et différemment que des autres étudiantes plus âgées, qui venaient de l'université catholique, qui aussi faisaient des ateliers là-bas et un travail social. Justement, comment est-ce que tu as transformé ces rencontres réelles de ces adolescentes qui avaient plus ou moins le même âge que toi en personnages de fiction? Oui, alors c'est vrai que j'avais l'envie d'écrire, c'est sûr, sur cette époque-là, en France, mais c'était tout comme très dispersé. Et c'est avec les années, au travers des réseaux sociaux, que j'ai pu d'abord Hi-Fi, je crois. Et après Facebook, j'ai pu contacter ces filles qui m'avaient donné toute sa confiance, que j'ai pu écouter. Et j'ai laissé chercher, j'ai pris contact. Du coup, m'ont rencontré une autre part de l'histoire, les post Santa Margarita. Et du coup, j'ai pu faire un tour dans l'histoire. Après, c'est quand même une fiction. Du coup, c'est vrai que s'ils ont une personnalité, j'aime beaucoup, même dans les chorégraphies, les contrastes. J'aime pas. Même si mon écriture, c'est un peu linéaire, si on peut dire, dans l'histoire, qui va dans les années progressivement, sauf un saut dans l'histoire à la fin du livre. Moi, j'aime bien les contrastes de personnalités, des situations, faire un regard multidimensionnel, si on peut dire, des personnages. C'est ça que j'aime bien quand je lis une histoire aussi, de me surprendre. Et justement, en tant que romancière novice, quelle a été ta méthode pour construire ces personnages en tant qu'être humain complexe plutôt que comme symbole? Alors, mon écriture, c'était... au début, j'ai commencé à écrire en essayant de faire comme un corps différent. Cette scène, je la veux. Cette scène, en imaginant des scènes, d'abord,
Après, je voyage presque tous les ans au Pérou. Du coup, j'ai pu aussi faire un travail de terrain. J'ai voulu marcher par les endroits différents de Lima, qui avaient changé énormément, mais il existe encore des bidonvilles au Pérou. Ça existe encore, c'est encore peut-être encore plus grand, mais ça existe encore les maisons en paille avec des bouts de bois construites dans les cimes, dans les montagnes de terre à Lima, dans la périphérie de Lima. Que ça existe encore. Aussi, petit à petit, que j'avançais dans les scènes, je l'ai complété après. Et petit à petit, j'ai fait comme ça tissait tout seul. Mais les moments où j'ai pu avancer beaucoup dans mon histoire, c'est au moment de la pandémie, parce que j'ai pu écrire plus. Et c'était un moment, je crois, de beaucoup de tension pour tout le monde. C'est un peu entre la vie et la mort, on ne sait pas qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qu'il nous dit. On a beaucoup de méfiance avec les vaccins certains, des autres, on s'était dit au contraire. Moi, ça m'a donné envie, au contraire, de sortir, de faire des choses. Et du coup, comme je ne pouvais pas trop, j'ai écrit presque, comme on dit, viscéralement. Et là, j'ai fini. Mais après, il y a une longue période de correction. C'est une deuxième partie. Très bien. Donc cela nous amène naturellement à notre deuxième point, à savoir comment retranscrire une période historique si dense, si particulière, avec tant de contradictions. Donc on va s'intéresser maintenant au conflit armé et la retranscription d'une atmosphère plus ou moins réelle. Donc ton roman, on l'a dit, nous plonge dans l'atmosphère de Lima des années 80 à 90, cette époque de violence politique où la peur et la radicalisation coexistaient avec la vie quotidienne des jeunes. Comment est-ce que tu as travaillé pour rendre cette atmosphère si particulière du conflit armé? Alors, j'ai oublié de nommer tout à l'heure qu'il y avait des faits marquants dans les infos qui marquaient tout le monde. Du coup, que j'ai pu trouver par internet dans les archives du musée de la mémoire à Lima. Il existe, je me rappelais, tel succès, je voudrais creuser plus. Du coup, je mettais aux archives. Et après, comme que ça collait toute seule, et j'avais envie de dire c'est là, j'ai envie de... parce que d'abord, quand j'ai connu ces filles, c'était des filles comme... C'est vrai que la Hermelinda Carrera, le Centre Santa Margarita, c'est la majorité, c'était des filles qui venaient pour des petits vols, mais les Santa Margarita, c'était plutôt des récidives. Et c'était ce qu'on appelle des piranhas. C'est des piranhas, c'est des filles qui volent dans la rue, qui habitent dans la rue, qui consomment de la drogue, du thé local, qui sont très en abandon, avec beaucoup de violence, avec ces marques dans les bras et tout. Mais là, il avait deux filles, une qui venait de la Provence, de Wuhan, Cotarme. Après, je peux changer, j'ai changé les prénoms, les endroits. Autres deux filles qui venaient de Lima, de différents endroits. Et j'ai pu recréer, c'est un peu en étant en contact avec elle, mais aussi dans les archives, en me rappelant aussi. Moi, j'habitais par exemple près d'une banque qui était explosée, c'était vissé, voilà, comme partie de la finance. Et du coup, je me rappelle avoir vu aussi chez moi les verres brisés par terre, l'explosion, et il fallait changer les verres. Voilà. Et je me rappelle cette ambiance, ceux qui ont vécu à peu près, même s'ils sont plus âgés que moi, vous pouvez vous rappeler beaucoup plus. On savait, comme je narre, aussi j'écris dans les romans, on savait que dans cette époque-là, il ne fallait pas marcher à côté des banques, des ministères, il fallait éviter certains points un peu qui pourraient être visés par la subversion. Très bien.
Et je voulais savoir aussi quelle différence y a-t-il entre écrire au sujet de cette violence depuis la France, avec cette distance temporelle de 20 ans que tu as nommée, et géographique. Oui, alors je pense que c'est confortable, je pense, malgré les difficultés pour trouver, pour aller marcher sur place, pour s'imprégner des sensations, que c'est important. J'aime beaucoup les sensations corporelles et je décris beaucoup dans les livres, j'aime beaucoup décrire ça. La respiration, la sensation quand il marchait sur les sables. Et aussi, mais je peux voyager. Cette perspective, ces distances aussi dans le temps, fait que peut-être je me suis sentie plus libre de le faire. Parce que je n'étais pas immerse dans la société, au moins à Lima, parce que moi je viens de Lima, ma famille est là-bas, et il y a beaucoup d'hypocrisie. Et je me rappelle quand j'étais étudiante de danse classique, non? Il y avait beaucoup de non-dits, de ne pas savoir, de se méfier des autres, d'être dans un cercle pour avoir les contrats des gens qui pouvaient payer, des gens qui étaient dans les théâtres, qui pouvaient payer les commerciaux. Par exemple, j'ai fait aussi des danses, des travail commercial. Du coup, c'était pour avoir cette activité, voilà, il faut vraiment ne pas couper, ne pas parler des subversions ni des problèmes en Pérou, c'est magnifique, tout va bien. Ou ici, quelque chose, oh là là, on les signale. Je parle de l'estigme aussi, des post-conflits, que c'était très très fort au Pérou. Soit les personnes étaient en prison, il a eu beaucoup d'emprisonnements, mais bon, il a plus de 30 ans. Il a des gens encore qui sont en prison, qui sont 36 ans, il a plus âgé que c'était, je crois que c'est Margot Liendo, si je ne me trompe pas, que c'est une des prisonniers qui a beaucoup plus d'années là-bas. Très bien. Et est-ce que ces jeunes filles qui sont devenues des femmes, est-ce qu'elles sont au courant de ton roman? Ah oui, pas toutes. Pas toutes. Elle avait deux, oui, celles qui sont à Lima, mais celle qui était en Provence, j'ai essayé de la contacter, voilà, on m'a dit qu'elle est à Lima maintenant, mais je n'ai pas réussi. D'accord. Mais elle, voilà, elle était... fait dans les romans, il n'y avait pas du tout le roman, mais c'était la main droite de la mère religieuse. C'était quelqu'un d'important que j'ai voulu écrire dans les livres. Qu'est-ce qu'elles ont pensé, celles qui étaient au courant? Oui, je pense que au début c'était difficile, parce qu'on me dit « Ah, ça t'a pas dû dire !» Oh, pourquoi t'as écrit? Je les savais, à deux, je les savais donner les brouillons. Ils sont lus, mais pas avec détail. Du coup, elles ont pu les lire plus tôt quand elles étaient imprimées déjà. Mais ça a ouvert, figure-toi, parce qu'à l'époque où j'ai rencontré son fils, il avait, je crois, que 15 ans. Et son père, il était assassiné à l'île de Fronton, en prison, dans le génocide aux prisonniers politiques dans les années 86, en juin 86. Et du coup, mais lui, il a pu récupérer, pas tous les corps, mais quelque chose de son père depuis, je crois, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 20 ans peut-être. Et du coup, elle avait transporté les restes dans un cimetière de La Paz, un cimetière un peu bourgeois. Et du coup, il allait avec son fils, mais son fils ne savait rien sur son grand-père. Il n'a pas pu lui dire. Elle trouvait que c'était une façon aussi de l'épargner, d'un côté triste de l'histoire. Mais quand il a grandi, elle a pu lui dire après. Et je pense que le roman a été comme un facilitateur.
Alors, dernière question avant l'intervention théâtrale. De manière plus générale, quelle a été la réception de ton livre au Pérou? Alors, de manière générale, il a deux versants. Parce que c'est mon premier roman aussi, et je ne viens pas de la littérature, du coup, j'écris pas des... Bon, j'écris, mais un peu, mais des publications, c'était mon premier roman. Et j'ai pas eu beaucoup de contacts, de groupes de femmes écrivaines qui vont dire bien, on va présenter des romans, on voudrait t'inviter. J'ai pas eu ce côté facilitateur. Par contre, ils ont lu mon roman. Ils m'ont écrit pour me féliciter, mais ils n'ont pas lu mon roman et on n'a pas lu. C'était un peu. Comment tu analyses en bas. Je pense qu'il a. Je pense qu'il a une peur de. Il ne faut pas oublier que les écrivains qui travaillent comme écrivains ou écrivaines, ils sont à marché aussi, je pense. Ils s'écrivent pour un public. Un public qui, je pense qu'ils essayent de garder. Peut-être ils ont peur, déjà même par les symboles de ici, qui là-haut c'est la faucille. Non, la faucille et les marteaux, pardon. La faucille et les marteaux. Et je pense peut-être ça parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était compliqué d'acheter les livres avec cela. Mais par une autre part, j'ai eu il y a quelques semaines la bonne nouvelle de mon éditeur en disant que le tirage de 1000 exemplaires allait très bientôt épuisé, qu'il restait que 100 livres en tout le Pérou et qu'il voudrait faire une deuxième édition. Du coup, je pense que ça passe un peu de façon souterraine, si on peut dire, parce qu'avec il a beaucoup de craintes, de stigmes encore, hein. Oui, je pense. Très bien. Donc avant d'aborder la troisième partie, on va accueillir la troupe de théâtre, si elle m'entend. Oui. Alors, nous avons préparé avec je dis nous, mais c'est plus la troupe Les Clowns du Cuchitril, que c'est une troupe qui participe bénévolement et qui était partante pour faire une partie un chapitre, le chapitre 2 du roman, un peu adapté, c'est pas tout à fait, mais aussi parce qu'il y avait des présentations. J'ai déjà fait présentation à Paris, je pense que c'est la dernière à Paris, mais il faudrait que j'aille plutôt à peut-être Bordeaux, Nantes, etc. Mais on m'avait dit que c'était important. Ivan, par exemple, Ivan Blas m'avait proposé, oui aussi, il m'avait parlé de mélanger les arts. Et quand je suis allée à Cuba pour présenter mon livre au Festival du Livre, aussi on avait cette rencontre multiculturelle, multi-artistique. Et du coup, on a préparé cela. Et je veux voir s'ils sont prêts. Et prêts.
Va a comenzar bientôt. Alors, bien. Un peu de silence. Le théâtre, le Clou de Cuchitril. A ver, se lo llevó la policía esta mañana. Van a llegar en cualquier momento. Tienes que borrar, eliminar todo lo que tenga que ver con el partido. En el partido, yo nunca vi. Yo nunca vi. ¿Por qué han detenido a Abel? ¿Qué partido? Voy a buscar por si acaso. Qué ordenado todo. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Qué te pasa? Mari, vino un chico bien extraño. Dijo que habían detenido a Abel. Que quememos todo lo que tenga que ver con el partido. ¿Qué partido, Mari? ¡Mierda! 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 Partido Comunista, Pemonce. Como para siempre en la luna con tus enamorados, no sabes nada. Sea el sendero luminoso. Revisamos todo lo que está escrito en rojo con la hoz y el martillo. O ahora no sabes lo que es una hoz y un martillo. Ese Abel con sus huevadas, se lo dije. Ahora nos va a cagar a todos. Voy a llamar a papá para avisarlo. ¿Tienes un ring? Aquí está. Aquí. Ahora comprendo todo. Ahora comprendo por qué Abel venía tarde a casa o no llegaba a dormir. Y sus pláticas sobre los pobres, las charlas en San Marcos. Pero, Sendero Luminoso, Abel no es un terrorista. Qué tonta he sido, como no me di cuenta. Papá se va a buscar ahora a Abel. Dijo que se va a ir con su amigo abogado, ¿ya? Y después, antes se va a pasar por el puesto de mamá para buscarla, para avisarla. Y los dos se van a quedar a la DIRCOTE, o sea, a la policía antisubversiva, ¿ya? Dicen que lo pueden desaparecer. Pero tranquila, que el amigo abogado de papá es uno de los mejores en esos casos, ¿ya? Entonces tranqui.
Bueno, manos a la obra. Busquemos todo papel que pueden comprometer a Abel, lo pueden joder, ¿vale? Con sus huevadas. Se lo dije, se lo dije. Ah. Déjame buscar. Canela. Eso, Mari. Sí, eso, un pedacito en el water. Pedacito. ¡Oh, me calles, animal, o lo callo! Es la casa de Abel Taipe, ¿cierto? ¿Es la casa? Sí. Mis padres no están. ¿Ustedes son sus hermanas? ¡Qué ruquitas también, ¿no? Su hermano ya se jodió por jugar a la guerrita. Sus amigos lo han echado. Ahora sí se va a poner a cantar como un papagayo. Revisen todo. Tenemos la orden del juez, por si se la piden. ¡Empezamos por su cuarto, jefe! Vaya. Hermanita, dime, ¿Abel siempre duerme en casa? ¿No lo has visto con gente extraña? Dame el nombre de sus amigos. Mi hermano es estudiante de San Marcos. Él estudia economía. Como ves aquí, aquí están sus libros. Sí tiene amigo, pero no conozco su nombre. Él sale de vez en cuando a fiesta, pero no más. Mi hermano no es un terrorista. Bien adiestradita sí está, ¿no? Lo de Terruco, eso lo veremos nosotros, ¿ah? Nada en su cuarto, jefe. Empezamos por toda la casa. ¡Ay! Véanlo aquí. Las 5 tesis de Mao. ¿Y qué hacer de Lenin? Interesante. ¿De quién son estos libros? No sé. Ya se jodieron, ¿ah? Ven, con esto nos vamos. Peor es nada. Terruquito cojudo. ¿Dónde está mi hermano? ¡Quiero verlo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vas a verlo a tu hermano, pero no tengas pena por él. Es un terruco. Lo encontraron cerca de la fábrica que acaban de dinamitar. Tu hermanito no es un ángel, estuvo ahí. Sus camaradas lo han echado. Está jodido. Abel, o camarada Carlos. ¡Míralo!
aprovechar para anunciar porque esta presentación seguida de un poema se va a volver a presentar este domingo, el domingo 21 de septiembre. Hay un evento que se llama Poesía Antifascista. Pardon, yo parlo en español, désolé. Il va y avoir un événement à l'ambassade de Venezuela à Paris, c'est dimanche 21 septembre. Il est à partir de 16h, le théâtre il passe encore vers 19h à la fin, mais c'est un événement où il va y avoir plusieurs artistes, micro-libres. Du coup vous êtes tous invités et on va continuer cette mise en scène avec un poème et une performance. Poésie Antifa. Maintenant, on passe à la troisième partie, après cette spectaculaire représentation. Et on va aborder le rôle de la littérature dans le conflit armé et la nécessaire mémoire historique. Donc, pour conclure nos échanges, avant de donner place au public et à la musique, j'aimerais aborder une question plus large. Le Pérou reste un pays marqué par de profondes injustices politiques et sociales, historiques. Dans ce contexte, quel rôle, à ton avis, peut jouer la littérature et comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à d'autres écrivains péruviens qui ont abordé cette période du conflit armé? Oui, tout d'abord, je pense que cette période, c'est une blessure qu'on a tous les Péruviens, Péruviennes et gens qui ont vécu cette période-là, soit de près ou de loin. Ça nous a touchés, à toutes et à tous. Du coup, pour moi, c'est important d'écrire pour, si on peut dire, pour se soigner d'une façon un peu symbolique, si on peut dire. Je ne parlais pas spécialement de moi, mais sinon, dans l'ensemble. Parce que cette période, ce qui nous reste comme récit de cette période-là, c'est très manichéen. C'est très... il y a beaucoup de négationnisme. Du côté, actuellement, par exemple, et impunité aussi. Si on peut parler de l'envie de faire une amnistie unilatérale aux forces armées, policières et rondes paysannes qui ont commis des violations des droits humains. Et la période elle est difficile et je pense que la littérature, de ma part, c'est l'art que je connais, je me sens plus à l'aise, même si je peux écrire aussi d'autres choses. Je pense que l'art c'est important pour ça parce que l'art touche plus de sensibilité mais avec différents regards. J'ai lu quelques romans, oui, j'essaie de lire tous sur cette période-là, même des côtés des militaires et des côtés des différents guérillas. Et aussi je lis des livres sur la mémoire, aussi des fils des guerrilleros ou même des ex-guerrilleros ou expulsés politiques, etc. Du coup, je pense qu'en parlant de littérature, il faut, elle peut aider la littérature à avoir ce regard plus nuancé, plus global, plus complexe, avec plein de matices comme c'était cette période-là. C'est une période très compliquée qu'on ne peut pas trancher, comme on dit, il n'y a pas de blancs et de noirs, on n'a que des grises, comme on dit. Et face au négationnisme qui existe au Pérou, dans quelle mesure est-ce que la littérature elle peut contribuer à une forme de justice, même symbolique? Oui, je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à ce que j'ai dit avant, mais c'est au moins une trace écrite des autres mémoires, je peux dire. Du coup,
Est-ce que ça ne suffit pas? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, qu'il faut une période qui passe, même de la partie du gouvernement, de s'ouvrir justement à vouloir soigner cette période de l'histoire comme on a eu dans des autres pays. Parce que la commission de la vérité et la réconciliation, c'était pas vraiment une commission. On n'a pas eu aucune réconciliation, sinon c'était, si bien on a eu, elle a une grande valeur pour le recueil des témoignages. On a eu des fortes limitations de la langue, des traductions, des difficultés pour... on n'a pas eu des côtés des groupes subversivos, ils n'ont pas eu la reconnaissance des victimes comme on a eu dans des autres pays, comme en Argentine, en Uruguay, etc. Finalement, ça va être la dernière question. Quel message est-ce que tu espères faire passer ici en France et au Pérou avec ton livre? Oui, pour la France, oui, je voudrais simplement qu'on puisse connaître cette partie de notre histoire, l'histoire du Pérou, avec un regard différent, un regard jeune, de la jeunesse, des femmes, même de l'adolescence dans ce cas-là, et rentrer dans l'intimité du personnage pour les suivre d'une façon, si on peut dire, sans préjugés dans l'idéal. Mais sinon, du côté au Pérou, pour moi, j'espère qu'on va continuer à faire des livres comme ça. Pas forcément moi, moi j'encourage toujours à écrire sur cette période-là. Surtout des gens qui ont participé de ma part, tant du côté militaire, comme du côté des subversions, de la subversion. Très bien. Donc à présent, on va ouvrir les questions au public. Et ensuite, s'en suivra un instant musical pour clore cette conversation. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant pour les auteurs de savoir ce que vous avez ressenti ou si vous avez des questions. Oui, je peux. Ah. Merci. Donc, Fabi, d'abord, félicitations pour cet ouvrage, ce livre plein d'histoire, de mémoire de notre frère pays, le Pérou. Je viens de l'Équateur. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais savoir, puisque ton premier livre était écrit en espagnol, maintenant c'est en français, et je voudrais savoir la question de traduction. Pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu as prévu? Parce que c'est extrêmement compliqué d'une langue à une autre. La traduction, c'est extrêmement compliqué. Je voulais savoir comment tu t'organises, qu'est-ce que tu as vu, quelle est ta vision par rapport à cette grande aventure de traduire dans la langue de Molière. Merci. Merci. Oui, je suis dans ce processus de demande de traduction parce que c'était compliqué. J'essayais de traduire et après le relire, mais la traduction par Google, etc., c'est très très difficile, c'est un vrai métier. Alors je me permets d'enchaîner parce que je suis justement là pour ça, pour te proposer la traduction, parce que je suis traductrice et je suis spécialisée. J'ai traduit les Argentins, j'ai traduit le Pérou, j'ai traduit la Colombie. Voilà, plusieurs auteurs d'Amérique latine sont déjà traduits. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'aide à la publication. Ah, super. Alors, donc on va parler. Ah, c'est comment Donc, si vous avez d'autres questions aussi intéressantes qui donnent lieu à... Alors, ma question ne va pas nécessairement être intéressante. Déjà, merci pour la présentation, elle était très bien. J'ai essayé de trouver le livre. Je n'ai trouvé que le format Kindle sur Amazon, mais est-ce qu'il y a des points de vente en France? Oui, normalement, bon, là, j'ai ramené des livres. On peut le payer par carte ou il faut... Oui, on voit ça après. D'accord, parfait, merci. Mais normalement, il y avait laissé au magasin El Inti. D'accord. En République. Je ne sais pas s'ils sont déjà épuisés là-bas. Je
Ça, je ne sais pas. Il faut que je fasse un Mais tour. sinon, il y a une page Facebook, Danse entre cenizas, où Oui. vous pouvez envoyer un message et demander directement. Oui, il a une page dans Centre Cenizas Facebook. Moi, je réponds par Messenger. D'accord. Et je peux envoyer à l'étranger, en toute Parfait. France. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi pour l'exposition. Mais j'ai resté encore avec ma femme des questions. Tu as dit qu'il y a beaucoup d'églises, effectivement, dans notre pays. Rien n'est clair. Mais dans ce manque de clarté, qu'est-ce que tu voulais, dans quel côté tu voulais mettre des lumières? Parce que si tu es d'accord avec cette expression de tout est difficile, mais qu'est-ce que tu voulais montrer et que de ton point de vue, il n'était pas encore dit peut-être? Oui, merci pour la question. Oui, moi je voulais simplement, sans me prendre par les hauts, donner un peu d'humanité aux gens. C'est une guerre fratricide et c'était des frères et sœurs qui se sont affrontés. Et pour moi, il faut pouvoir se regarder des deux côtés. C'est avec tout, mais ce processus, c'est pas moi qui va le faire. Normalement, c'est un processus social. Mais moi, que j'avais connu ces filles, que c'était de chair et d'os, je pense que c'était ces histoires, ça valait la peine, justement pour ça, parce que on doit pouvoir se regarder dans les yeux entre compatriotes, si on peut dire, mais c'était plutôt ça mon angle de regard, mon angle d'intention avec ces romans. J'espère que ça apporte à quelque chose. Oui. Alors là, j'ai pris le micro juste derrière. Du coup, je pose une question. Merci beaucoup pour la présentation, l'exposé de la pièce de théâtre qui était très frappante. On a ressenti aussi des émotions par l'intermédiaire des acteurs. J'ai plus une question d'ordre contextuel. C'est il y a 20 ans, vous êtes arrivé en France. Après, vous vous êtes engagé dans l'écriture du livre. Est-ce que le choix, du coup, donc je comprends que c'est une rédaction essentiellement qui a été effectuée ici, vous avez fait du terrain au Pérou, vous avez pu effectivement voir directement les rues de Lima, rencontrer ces trois jeunes femmes, et est-ce que la rédaction et la publication au Pérou c'était un choix personnel, ou là vous passez à la traduction en français, mais est-ce que vous n'avez pas étudié par exemple la possibilité de publier en français directement pour faire dans l'autre sens et une publication par la suite en Amérique latine? Pourquoi ce choix dans ce sens-là, sachant que vous étiez plutôt ici, plutôt générique? Oui, merci pour la question. Oui, si vous avez observé, j'ai 20 ans en France et j'ai un très gros accent. Du coup, je pense que c'est pas anodin. Il a, dans l'inconscient, je suis très attachée au Pérou encore. Je pense qu'il a quelque chose qui reste. Et c'était... moi, je voulais que ce soit au Pérou aussi parce que c'est pas être prétentieuse, mais les romans que je lisais, je ne trouvais pas qu'il allait au fond aussi, détails. Et j'avais envie que je puisse lire autre chose de ce genre-là au Pérou. J'ai fait une tournée au Pérou à Lima. Après, c'est vrai que je voudrais m'approcher aussi au marché d'Espagne, dans le sens que c'est à côté. Pour moi, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je n'ai pas encore, je cherche aussi des contacts de ces historiens, parce qu'ils ne répondent pas les mails. Ceux qui sont dans les sites, ils ne répondent pas. Parce que je serais intéressée de faire une édition peut-être avec une éditoriale espagnole. Mais je dis, c'est important qu'ils sortent en France, parce que moi je vis en France, je fais ma vie ici, je travaille ici depuis 20 ans. Du coup, pour moi, c'est important. Je voudrais parler de mon livre ici, mais j'explique que c'est un peu compliqué, mais heureusement que bientôt, ça pourrait voir les jours. Merci. Alors, il y a d'abord Oui, c'était par rapport à la réception du livre. La question que t'as posée Maria, tu as dit que certaines écrivaines, si j'ai bien compris, ont boudé ou ont eu peur, ont boudé le livre ou ont eu peur d'en parler. Mais quand même, pour rendre justice au livre, il faut dire qu'il y a des universitaires qui se sont intéressés de près à ton livre, qui ont déjà publié sur ton ouvrage, comme Rocio Ferreira, Erika Almenara, Silvia Postigo. Donc c'est pas peu, parce que c'est quand même une publication récente qui a intéressé le monde académique, donc il faut le dire.
Et puis tu dis qu'il y a Agosto, non Donc ça, ça veut dire qu'il y a une grande faim, une grande soif de lire sur ces sujets, justement à cause des peurs et de toute la stigmatisation que ça veut dire, mais il y a une grande soif de lecture sur ces sujets au Pérou. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, je n'avais pas nommé, mais du côté de l'Académie des études de mémoire et conflits armés, il a eu un bon accueil. Mais je répondais au côté de la littérature, c'est tout. C'est pour ça que je n'ai pas nommé, mais merci Anouk. A ver, yo tengo algunos comentarios y una pregunta, ¿no? Il me semble que c'est la première fois que les personnes principales sont une femme et qui parle du côté de Sentier Lumino. Je n'ai pas lu des autres. La plupart sont du côté militaire ou de la police. Deuxième chose, et donc, si tu as pu utiliser l'emploi de la première personne, on peut entendre que ça peut être Clara qui parle tout, mais tu emploies la troisième personne. C'est une question de style. Pour moi, c'est un peu frappant que dans ton livre, dans le roman, il y a seulement moins de 10 fois d'utiliser le mot camarade. Moins de 10 fois. 7 ou 8 environ. Ça fait beaucoup de choses là. Ah d'accord. Une dernière chose. Les petites, il me semble que ça sera peut-être mieux pour les romans que faire plutôt des détails géographiques, parce que les personnes peuvent rien entendre. San Juan de Lurigancho, San Marcos, c'est pas facile d'entendre ça. Moi je le sais parce que j'ai vécu à San Marcos et à San Juan de Lurigancho. Et San Gabriel et les ponts. Un rima qu'il a 3 ponts. Tu as parlé seulement d'un seul pont. Le pont rima, mais un rima qu'il a 3 ponts. Donc Balta, Ricardo Palma et Santa Rosa. Donc, ça reste un roman. Je connais bien. À part de ça, une étude géographique. À part de ça, félicitations. Merci Carlos. Merci. Merci. Je veux dire quelque chose. Si il existe, je crois que 2 romans, mais pas de Lima, de femmes, mais c'est plutôt de la campagne, mais c'est pas de la même façon. Oui. Voilà. Oui. Alors, voilà, il y a Aloa, Natacha, la jeune femme, et après on s'arrête parce qu'il y a notre musicien qui a besoin de Et oui, je voudrais te féliciter, Fabiola, c'est d'elle Expo. Et puis je voulais revenir sur un sujet qui était traité sur l'importance de la littérature pour aborder ce type de problématiques politiques en Colombie. Je viens de Colombie, donc comme vous savez, la Colombie a vécu aussi, et encore c'est pas fini, un grand conflit armé. Tout le monde a entendu parler des FARC. Il y a eu un procès de la paix qui est en cours, de signature de la paix avec ces groupes, c'est les mobilisés. Mais qui était aussi l'objet d'une diabolisation de la part de la droite. Et quand tu parles de stigmatisation, je pense qu'en Colombie, ça a été vraiment aussi très très compliqué, puisque malgré tous les envies d'aller vers ce processus de paix, la grande majorité de la population a complètement adhéré à ces discours vraiment de stigmatisation de tout ce qui est guérilla, subversion, voilà. Donc, nous, on est en train de vivre ça vraiment dedans. La littérature en Colombie aussi, a une grande explosion des écrivains qui ont abordé différentes problématiques de cet univers-là de la guérilla. Et je pense que c'est vraiment important, comme tu le dis, de continuer à écrire les gens qui ont participé d'une ou d'une autre manière
puisque ça permet d'humaniser, je pense que ça permet d'humaniser aussi la guerre qu'on a vécue, et ça permet aussi de donner des visages assez problématiques, parce que souvent on dit c'est un conflit armé entre les militaires, voilà, les paysans et tout ça, mais vraiment sans pouvoir sentir ce que s'est passé. Et la littérature permet ça. Et peut-être ça va aider quelque part, je pense, à guérir et à pouvoir aller vers une réconciliation si on voit que ces gens qui ont donné quand même leur meilleur de leur vie, la vie elle-même, pour un nouveau modèle social, avec tous les erreurs, avec toutes les difficultés que ça a entraîné, ça a été fait aussi pour la paix et pour aller vers un monde meilleur pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci pour ton intervention. Je seulement voulais dire, actuellement, je veux parler que du Pérou, et actuellement, c'est important, comme tu dis, faire tomber cette stigma du terruqueo, comme on dit au Pérou, quelqu'un qui est tildé, si on peut dire, de terroriste, parce que même les conflits armés, il était fini il y a plus de 20 ans, et avec cet stigma, on peut encore, on tue des gens, on se permet de tuer des gens, et dire, ah, on l'a tué parce qu'il était terroriste. C'est un gros problème actuellement. Malheureusement, je pense qu'il faudrait des propositions artistiques plus que les livres, parce qu'au Pérou, on lit moins qu'en France. Et il faut passer pour des autres propositions artistiques, le cinéma, le théâtre, pour pouvoir comprendre et arriver à une certaine réconciliation, si on peut dire. Je voulais te demander, en fait, pour Manuel Escorza, j'ai lu son roman Redoble pour Ranca, et franchement, il parle des conflits armés, des conflits vraiment qu'ils ont les personnages dans une, je ne dirais même pas la campagne, hein, c'est le páramo de la haute montagne, et comment les propriétaires terriens poussent au monde, ils poussent aux gens jusqu'à la démesure, et on voit aussi apparaître des conflits armés, pas, on va dire, comme central. Mais c'est vrai que nous, en fait, comme chiliennes, nos péruviennes, on pensait que c'était tout très campagnard, le mouvement de Sendero Luminoso. Et là, tu lui donnes un côté urbain. Pourquoi ça t'a parlé à toi, plutôt de le faire de façon urbaine? Et l'autre, c'est parce que tu es limeña, ou c'est parce que tes personnages t'ont inspiré et la ville t'a inspiré à construire ton roman? Oui, je pense que c'est justement parce que je connaissais beaucoup plus ces régions du Pérou, si on peut dire, et j'ai fait un vrai travail, si on peut dire, des chants. Mais je veux signaler que je ne généralise pas, même à Lima. C'est une histoire un peu plus intime, personnelle. Et ce conflit armé il était tellement complexe qu'il pourrait être très différent traité d'un côté à l'autre. On ne peut pas généraliser. Ah, c'était comme ça. Non, c'était pas comme ça. Ailleurs, c'était différent. Là-bas, c'était différent. Ici, c'était des autres gens. En fait, c'est vraiment, on ne peut pas généraliser. C'est pas possible. Bonsoir, Fabiola, merci beaucoup. Comme ils l'ont dit, les autres femmes, les autres personnes, moi je pense que tu explores les complexités de notre histoire en Amérique latine. Je te remercie pour ton roman que je vais lire et relire parce que, en fait, la chose qui m'a fait venir ici, c'est que je t'ai vu déjà un petit peu à Carpa Literaria, mais ça m'a inspiré aussi à travailler un sujet de concours que je suis en train de construire, un dossier pédagogique sur justement le roman des mémoires, la littérature sociale où la femme prend la place. Et donc, je tenais à te demander aussi
Tu abordes le thème de l'identité, de la culture. Tu m'as fait penser à Gioconda Belli, à Laura Restrepo, je suis colombienne, et bien des autres. Et je peux penser que la personne qui t'a inspiré le plus, c'était cette jeune fille. Et comment elle se sent aujourd'hui. Et toi, précisément, comment tu peux classifier aujourd'hui ton roman? Parce que je le vois comme un roman de mémoire, littérature sociale. Et bien sûr, en laissant de côté un peu la guerre, parce qu'en Amérique latine, tous nos peuples sont touchés. Et j'aimerais aussi que tu m'accordes ta permission pour travailler ton roman avec mes élèves, puisque je vais les mettre dans les dossiers pédagogiques. Merci beaucoup. Merci. Enchantée de cette nouvelle. Alors, c'était pour les... Comment j'ai construit les... Tu peux me répéter concrètement les questions? Je me suis perdue avec la nouvelle. Comment tu qualifiais ton roman? Ah oui, comment je qualifiais mon roman, mais la deuxième, c'était des femmes. Oui, bon, pour celle-là, c'était... C'est plutôt celle-là, comment tu les classes, parce qu'en fait, j'ai eu seulement le temps de le feuilleter. J'espère l'acheter aujourd'hui. Pour moi et pour mon association, j'ai l'idée une association de femmes d'Amérique latine aussi, que malheureusement tu ne seras plus là, mais à l'occasion on pourra faire l'échange par internet en visio. Et puis justement on fait que présenter des femmes de maintenant avec des romans de maintenant. Et donc ça aussi c'est notre invitation. Mais comment tu l'as classée? Parce qu'en lisant, en sachant, je peux la classer comme un roman mémoire, mais aussi littérature sociale, en laissant la guerre de côté, bien sûr. Oui. Cette violence qui frappe notre cher continent. Oui, tout à fait, c'était ça. Et, en fait, mon roman, malgré que soit fiction, il est qualifié comme un roman testimonial. Quand les gens qui le lisent, c'est un roman testimonial. Mais j'explique que c'est de fiction, mais apparemment, bon, il faut le lire, mais il a plusieurs, je pense que dans le sens que c'est vrai, ces filles, ça n'existait. Du coup, c'est d'une façon un témoignage de ces gens-là, mais de celles. Je pense, mais c'est une histoire construite en fiction. Et la question c'était comment elle est vue aujourd'hui. Ah oui, voilà. Comment elle ressort, où elle est, voilà. Alors, rappelez-vous que je parlais d'un post-conflit. Les post-conflicts, c'était comme des fois je fais une métaphore en disant il faut cacher les cendres. Il faut cacher les cendres parce que sinon on risque de ne pas trouver de travail, on risque d'être exclu, stigmatisé. Du coup, c'est difficile. Et du coup, moi j'étudiais à l'École nationale de ballet. Il a eu quand Abimael Guzman il était arrêté, il était à côté de mon professeur de danse contemporaine. C'est Patricia Guapara qui était à côté. En fait, c'était tout le monde pourrait être là. Tout le monde pourrait avoir un lien avec la subversion, tout le monde. Et c'était quand il a été arrêté, il avait 10 ans déjà, 10 ans de guerre armée, si on peut dire, de subversion armée. Et au Pérou, la subversion des années 65, c'était quelques mois et tout le monde était mort ou en prison. Et là, c'était 12 ans, du coup, c'est beaucoup. Du coup, il a eu du monde. Non? Du coup, tout le monde sait, après la défaite, si on peut dire, oui, tout le monde essayait un peu de cacher ses cendres pour pouvoir continuer à vivre. Très bien. Donc, on est obligé d'arrêter là l'échange avec le public. Il pourra se faire de façon un peu plus informelle, sans doute après. Je vous demande d'accueillir maintenant le musicien Federico Monti, chanteur, compositeur de la ville d'Argentine. Oui, ça c'est mieux. Donc, bonsoir. On est mal ensemble, s'il vous plaît.
c'est un peu grande. Beaucoup. Surtout par les voyages en avion. C'est pas un avantage ça. Et donc, je m'appelle Federico Monti, je suis argentin. J'ai eu le plaisir de rencontrer Maggie il y a quelques semaines, qui a fait son performance ce soir plutôt. Elle m'a dit que ce soir, Fabiola allait présenter son livre. Et si je voulais chanter 2-3 chansons, je n'hésitais pas même un instant, je dis bien avec plaisir. Et il faut savoir que mon parcours, c'est pas forcément musical. Alors, je suis physicien, je suis venu en France il fait 6 ans pour faire un doctorat en physique. Mais la musique a été toujours là d'un côté. Donc, c'est pas ma profession. Et ça a l'avantage que je peux la faire entièrement par plaisir. Peut-être pas autant que je veux, pour la même raison, mais quand même. Mais en tout cas, bon, Fabiola, merci. Et enchanté parce que je ne te connaissais pas. Personnellement. Donc là. Oui. Tu chantes quoi sinon? Donc, non, j'aime bien, donc j'ai ma guitare à cordes de nylon, on peut dire, je ne sais même pas, qui j'aime beaucoup utiliser, mais sinon, je fais aussi une guitare électrique avec laquelle je fais du rock, plutôt rock and blues. Donc, on a joué à la cité universitaire où j'habitais pendant 4 ans, elle fait quelques mois, c'était génial. Mais ce soir, c'est pas du rock. Donc, ce qui me plaît aussi, parce que c'est l'opportunité de chanter quelque chose un peu plus profond. Donc là, ça n'a pas été évident de sélectionner les chansons. Moi, j'ai choisi quand même 2-3 chansons qui pourraient être intéressantes de chanter. La première chanson a été écrite par un chanteur cubain dans les années 1000. J'ai écrit le background. Là, je vais passer en espagnol parce que c'est plus approprié. Donc pour ceux que son espagnol n'est pas sa langue maternelle, ça va être un peu un challenge, mais c'est un bon challenge, comme pour nous, le français. El martes 11 de septiembre de 1973, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, dirigidos por el general Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Chile del presidente Salvador Allende, que antes de rendirse a los militares golpistas, se suicidó en el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia chilena, que fue bombardeada por los aviones y la artillería de los militares. Pablo Milanés, cantautor cubano, representante del movimiento musical La Nueva Trova, compuso esta canción y prometió que solo volvería a las calles de Chile una vez que el régimen de Pinochet ya no estuviera en ese país. Apropiado porque son las fiestas chilenas justamente en estos días. Pablo Milanés, tras 25 años de ausencia en ese país austral, regresó el 9 de abril de 1998, luego de que el general Augusto Pinochet dejara su cargo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 10 de marzo. El cubano no regresó solo en aquel momento, sino que a veces le sumaron otros artistas y escritores, Joaquín Sabina, Fito Páez y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y él escribió esta canción, que yo voy a hacer muy para representar, sin antes afinar mi guitarra. ¿Ya saben cuál voy a cantar? Sí.
guitarras, a diferencia del contrabajo, es un instrumento mucho más fácil de llevar a cualquier lado, pero más delicado, se desafinan con mucha más facilidad. Así que siempre hay que llevar un afinador por ahí. Bueno. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Venido el que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo y una vida cargada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Y miro al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Bueno, tengo dos canciones más. Hay una canción que es de Silvio Rodríguez y me parece interesante porque, tal vez algunos de ustedes la conozcan, explica que en la vida hay momentos en los que a veces aparecen sillas en las que uno quiere sentarse o está tentado a sentarse, pero que siempre vale la pena seguir adelante porque algo mejor nos puede estar esperando, mucho mejor. En el borde del camino hay una silla, la rapiña me lo de aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo
que le seca con las sombras el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosa que razones de bandera y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormento, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Haciendo el mejor. Y bueno, por ahí pensé que como este es un encuentro latinoamericano, habría tal vez entre el público alguien que fuera de un país que hablara el portugués, por ejemplo de Brasil o de Timor-Leste o Portugal. ¿Hay? No. Pregunta que no voy a hacer. Bueno, pero creo que igual vamos a ver igual. Es linda igual. Es una canción de un artista brasileño que se llama Djavan, que tiene otra rítmica, otro estilo, y creo que es lindo también. Mira. Solidão de manhã, poeira tomando ascenso, barrada de vento sendo sombração, ilusão, sangrando toda palavra são. A paixão, pura fã, místico clã de sereia, castela de areia, ira de tubarão, ilusão, o sol brilha por si, açaí, guardião, som de tesouro, mas branca é a tez da manhã. Açaí, guardião, som de tesouro, mas branca é a tez da manhã. Muchas gracias. Merci à tous d'être venus. Merci aussi aux comédiens, aux films Kuchitri pour la merveilleuse interprétation. Merci Federico Monti. Merci Fabiola. Et merci à vous tous. Alors, comme on doit quitter les lieux, on va se mettre juste dehors s'il y en a qui veulent se procurer le livre et avoir une dédicace de la part de l'autrice. Ça se passe dehors.
tiempo.